Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer. Est-ce que tout le monde est prêt parmi les membres du panel? Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'une de ces toutes premières sessions des 19e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors nous allons nous interroger pendant 1 heure et avec l'aide de nos intervenants sur une vaste question. Les croyances collectives ont-elles disparu ? Alors les croyances collectives se manifestent de bien des manières. Tantôt elles prennent le visage du climato-scepticisme, tantôt en matière économique et sociale, elles exagèrent le niveau de l'immigration en France et les prétendus effets de cette immigration sur la hausse du chômage. À l'échelle européenne et internationale, on a vu que le vote en faveur du Brexit ou les mouvements populistes se nourrissaient aussi de ces croyances collectives. Alors avant de passer la parole à nos intervenants, je vous explique rapidement comment ça va se passer. Chacun des intervenants aura d'abord 8 minutes maximum pour déployer sa vision du sujet. Alors on sera très strict sur le respect des horaires et donc vous aurez une personne dans la salle qui vous enverra un signal, voilà monsieur qui fait coucou. Vous aurez des panneaux vous signalant que le temps s'écoule. Et merci de bien respecter cette règle du jeu, sinon c'est moi qui serai obligée de vous faire les gros yeux. Voilà, le jeu est posé. Je passe sans plus tarder la parole à André Cartapanis, qui va planter le décor. Alors, vous êtes membre du Cercle des économistes et puis vous êtes professeur à Sciences Po Aix. Voilà, je vous laisse la parole pour 8 minutes top chrono. Merci beaucoup, Marie. Alors, comme dans toutes les sessions, le membre du Cercle des économistes est en charge de proposer une introduction à ce débat. Alors, je dirais d'abord que l'on pourrait peut-être juger paradoxal que dans des rencontres économiques à Aix-en-Provence, cette année, on ait choisi un concept qui est plutôt un concept mou pour les économistes, qui est celui de la confiance. Mais cela a déjà été évoqué tout à l'heure, ce n'est pas un artifice. Parce que sans confiance, on constate que sur le plan économique, les choses se grippent, le calcul économique est perturbé, les coûts de transaction augmentent et par là même, les décisions qui sont prises sur le plan économique s'écartent de la rationalité et peuvent donner naissance à des phénomènes de foule. Mais cette confiance en soi, cette confiance envers les autres, cette confiance en l'avenir, relève de chacun de nous. C'est une représentation du monde. Et lorsque ces représentations ou ces croyances sont partagées, elles se transforment en croyances collectives. Bien sûr, toute croyance collective n'est pas de caractère problématique ex ante ou per se. Après tout, cela reviendrait à contester les croyances en l'au-delà, et donc les religions. Non, tel n'est pas notre objet. Les croyances collectives telles que nous les entendons dans cette session, ce sont les idées fausses, les représentations erronées, mais tenues pour vraies malgré l'évidence empirique. Les progrès de la connaissance, l'accès débridé à l'information auraient dû contribuer à une perception raisonnée, rationnelle de la société comme de l'économie, et donc conduire au recul des croyances collectives. Mais sur ce que certains appellent les marchés cognitifs, là où se forgent les représentations de l'état du monde, ces croyances collectives n'ont pas disparu. Et on le voit dans de nombreux domaines. Le climato-scepticisme, la méfiance vis-à-vis des vaccins, voire l'existence des extraterrestres ou la croyance en la fiabilité de l'astrologie. Sur le plan économique et social surtout, qui nous intéresse plus particulièrement, les exemples de déni de l'évidence sont légion. De l'exagération du poids de l'immigration ou des effets de l'immigration sur le taux de chômage. Ou bien quant à la conviction erronée que les niveaux de vie des plus pauvres en France ne cessent de reculer. D'où viennent alors ces croyances collectives? Comment le déni de la réalité vient-il alimenter la rhétorique du déclin ou celle de l'insécurité, source de conflictualité sociale et de nature à engendrer les replis populistes, ce choix électoral contraire à l'intérêt de ceux qui y adhèrent? Tel est l'objet de cette session que de s'interroger sur l'origine et sur la dynamique de ces croyances collectives.
Pourquoi les individus sont-ils conduits à partager des idées fausses, à adopter des faux semblants, des croyances? Bien sûr, il y a des manipulations, il y a des lobbies qui peuvent influer sur ces croyances collectives. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental, qui est le fait que les comportements humains sont touchés par de nombreux biais quant à la façon dont ils traitent l'information. La théorie économique à ce sujet apporte un certain nombre d'éclairages sous une sorte de registre d'ensemble, l'hypothèse du déni de l'information. On postule souvent que les comportements humains non seulement sont pleinement rationnels, mais aussi qu'ils utilisent à cet effet toute l'information disponible. Cette hypothèse aujourd'hui est largement contredite. De nombreux travaux montrent, sur le plan théorique comme sur le plan expérimental, qu'une part importante des citoyens, comme des agents économiques, ne veut pas savoir ce qu'il en est. Ils mènent des stratégies d'évitement de la réalité, donc de déni de l'information. Ils écartent volontairement toute information de nature à contredire leurs opinions préalables ou leurs convictions. Quelles sont les méthodes de déni de l'information? Le refus pur et simple de consulter tel ou tel support, le rejet de certaines sources, la défiance vis-à-vis des scientifiques, l'interprétation biaisée, jugeant impartiale toute information contraire à ses croyances initiales. Pour quelle raison? Il y a l'aversion face à la déception que pourrait procurer une information, l'anxiété devant les conséquences possibles de cette information, l'aversion au regret d'avoir cru indûment, l'aversion à la révision de ses croyances, le coût de la dissonance vis-à-vis de l'opinion de son groupe de référence. Ces comportements de déni ou d'évitement de certaines informations sont légion et dans de nombreux domaines. Les climato-sceptiques en sont évidemment aujourd'hui un des exemples privilégiés. Cela veut dire par conséquent qu'il y a une sorte de mise à l'écart de ce que pourraient être les bases de comportements rationnels, autant sur le plan économique que sur le plan politique. Quelles sont les origines de ces biais de comportement? J'en citerai deux. Premièrement, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, nous disent les psychologues, c'est le fait qu'on préfère finalement des idées ou des faits qui confirment une conviction préalable, plutôt que de prendre en compte des faits qui pourraient les infirmer. Un autre biais, c'est le biais des idées simples, parce que la complexité crée une forme de vertige face à l'abîme de connaissances nécessaires, et par conséquent privilégie les idées reçues, les raccourcis, les boucs émissaires. Et donc ce n'est plus l'univers de la rationalité qui traite l'information disponible de façon optimale, c'est ce que Kahneman et Tversky, deux psychologues qui ont eu le prix Nobel d'économie en 2002, appellent des heuristiques de jugement, des schémas très simplifiés qui se substituent au traitement raisonné de l'information disponible. Alors au-delà de ces quelques définitions, quelles sont du coup les questions que l'on peut se poser et que pour ma part donc je vais soumettre à nos invités pour articuler la question des croyances collectives à celle de la confiance. Première question, quelles sont les croyances collectives les plus importantes sous l'angle de leurs effets économiques? Il est clair que croire au Père Noël ou à l'astrologie n'a guère de conséquences pour nous. En revanche, considérer que les inégalités s'accroissent après les prélèvements fiscaux ou considérer que le protectionnisme aura pour effet de diminuer le taux de chômage, ce sont des croyances qui présentent des enjeux stratégiques. Deuxième question, comment comprendre les contextes dans lesquels ces croyances collectives peuvent proliférer? Est-ce que les contextes de crise, de difficultés économiques alimentent ces croyances collectives? Y a-t-il en quelque sorte un cycle d'émergence puis de dégénérescence de ces perceptions erronées de la réalité? Troisième question, quelles sont les conséquences que cela peut induire sur le plan économique, sur le plan des stratégies de consommation, sur le plan des plans d'investissement,
mais également du point de vue de l'acceptabilité, par exemple de l'impôt, de l'acceptation également des politiques de redistribution. Si l'on juge qu'elles sont négatives, évidemment, eh bien, l'assentiment ou le consentement à l'impôt seront mis en cause. Enfin, dernière question. Pour conclure rapidement. C'est ma conclusion. Dernière question, comment ces croyances collectives, eh bien, comment peut-on tenter de les atténuer? Comment peut-on lutter? Est-ce que c'est par le jeu de l'école? Est-ce que c'est la presse? Est-ce que c'est les politiques? C'est évidemment une question du point de vue de ce que sont donc les conséquences sur le plan politique. Voilà en tout cas pour les questions. Place maintenant aux réponses. Merci. Merci beaucoup de faire cette transition, André Cartapanis. C'est Hervé Lebras qui va se mettre aux réponses, à la séance des réponses. Je rappelle, Hervé Lebras, que vous êtes professeur à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et puis directeur de recherche émérite à l'INED. Et dans votre dernier ouvrage, Se sentir mal dans un pays qui va bien, vous vous interrogez sur la contradiction entre l'état objectif du pays et le sentiment subjectif que les habitants peuvent avoir. Voilà, ce questionnement n'est sans doute pas sans lien avec notre table ronde. Bien, ben merci pour votre invitation. Et effectivement, d'ailleurs, le titre de ce dernier livre en donne le contenu, puisque c'est, comme vous l'avez dit, se sentir mal dans une France qui va bien. Alors, se sentir mal, j'ai surtout comparé la situation de la France à la situation des autres pays d'Europe, donc à des pays qui lui ressemblent, et puis à sa situation dans les années précédentes. Et pour jauger l'opinion des Français, j'ai utilisé des enquêtes très nombreuses qui s'appellent les Eurobaromètres, qui sont passées dans les 28 pays et qui testent justement les sentiments des Européens sur un certain nombre de critères. Et quand on regarde ces Eurobaromètres, on est absolument frappé par le fait que les Français sont pratiquement ceux qui ont les opinions les plus négatives dans la plus grande partie des domaines. Pour vous donner un exemple, on demande dans un Eurobaromètre de porter une appréciation sur la qualité des prestations sociales. C'est les Français sur les 28 pays d'Europe qui ont la perception la plus négative et l'impression la plus négative de leurs prestations sociales. Or, vous savez, et c'est la seconde partie de mon ouvrage, après avoir montré tous ces côtés, toutes ces perceptions négatives, or, vous savez que c'est au contraire la France qui, des 28 pays, maintenant, consacre la plus forte part de son PIB aux prestations sociales. Donc là, on est face à une contradiction massive. Pensez que, par exemple, les Bulgares ou les Grecs ont une meilleure perception de leurs prestations sociales que les Français, pose quand même un énorme problème. Et problème d'autant plus grand que, comme l'a rappelé André Cartapanis, c'est que l'éducation a énormément progressé en France au cours des dernières années, ou même si on prend un échelon de temps plus large. En 1968, seulement 4% des agriculteurs avaient dépassé le niveau du certificat d'études. Aujourd'hui, 75% ont au moins un BEP ou un bac. Ça vous donne la transformation, et la même transformation, un peu moins forte, mais s'observe chez les employés, chez les ouvriers. Donc on pourrait penser que l'école a aidé à rapprocher les perceptions de la réalité. Or, c'est plutôt l'inverse. Comment expliquer, puisque c'est une des grandes parties du propos de cette séance, je vais vous proposer très rapidement 4 possibilités d'explication, sans en privilégier aucune, mais aussi sans penser qu'elles cernent complètement le sujet. La première d'entre elles serait ce qu'on appelle parfois l'effet Tocqueville. Dans son très beau livre sur l'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville montre qu'il y a un paradoxe dans la Révolution française, puisqu'il y a un très grand progrès dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors ce progrès ralentit à partir de 1780. Au fond, pour Tocqueville, c'est ce ralentissement du progrès qui est quelque chose qui explique le mécontentement des Français. C'est en ce sens, c'est leurs aspirations qui ont été un petit peu diminuées, tronquées. Et d'une certaine manière, dans les 4 explications que je propose, je dirais que il me semble que la raison principale globale, c'est que beaucoup de Français
et sans doute aussi un certain nombre d'Européens, habillent leurs déceptions, les rationalisent, et que c'est pour cela qu'il faut se pencher sur les déceptions, sur les aspirations déçues. Et de ce point de vue-là, il est clair qu'à partir de la crise de 2008, les revenus disponibles n'ont plus progressé en France, les inégalités non plus. Je m'aperçois que c'est beaucoup plus rapide. Je vais citer très rapidement les autres points. La seconde question, c'est la montée des différences non pas entre les métropoles et les régions rurales, mais surtout la disparition des intermédiaires que sont les petites villes. Yann Algan en a parlé. La troisième raison porte sur l'ascension sociale. Il y a la forme habituelle de ce critère, c'est de dire qu'il y a une panne de l'ascension sociale, et on remarque effectivement, quand on compare ces ascensions sociales sur plusieurs générations, que l'ascenseur social, comme on dit, s'est bloqué. Il y a deux questions dans les eurobaromètres très intéressantes. C'est: est-ce que vous pensez que votre situation est meilleure que celle de vos parents? La plupart des Français pensent que non. Mais est-ce que vous pensez que la situation de vos parents était meilleure que celle de leurs grands-parents? Et là, la majorité des Français répondent oui. Donc ils ont cette perception que, au fond, ce qui s'est passé dans leur génération est différent de ce qui s'est passé dans les autres, et qui sont sur une mauvaise pente. Et puis, un dernier effet, parfois celui qu'on appelle l'effet Hirschman, c'est l'effet tunnel, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories maintenant dans les classes moyennes. Hirschman dit, voilà, dans un tunnel, il y a deux files de voitures, elles sont arrêtées, puis il y en a une qui démarre, l'embouteillage est fini, puis l'autre reste sur place, et tout d'un coup, il y a un conducteur dans la file qui reste sur place, qui déboîte, puis il y a un accident. Et je pense que ces deux files, c'est les deux classes moyennes, c'est des voisins qui avaient à peu près la même situation sociale il y a une quinzaine d'années. L'un d'entre eux est dans des technologies nouvelles et dans du numérique, sa situation progresse, et l'autre est dans des domaines plus traditionnels, par exemple dans la banque ou dans l'assurance, et il voit l'écart se creuser avec ce voisin qui était le même que lui. C'est ce type de phénomène, je pense, qui explique une partie des déceptions et des aspirations qui sont déçues. Merci beaucoup Hervé Lebras, merci pour ces pistes d'explication. Alors c'est votre voisin de gauche, Daniel Schultes, qui va prendre la suite. Vous êtes professeur à l'université de Neuchâtel et spécialiste d'histoire de la philosophie occidentale. Alors vous vous êtes penché, vous, un peu plus sur les différents types de croyances collectives qui peuvent exister. Merci tout d'abord aux rencontres économiques d'Aix pour la réalisation de ce grand rendez-vous. J'y suis pour la première fois et je suis très admiratif de cette réalisation, de cette occasion de débat. Sur le fond, le thème de notre session rejoint l'aspiration de la philosophie dans son sens permanent, l'aspiration à ne suivre que la raison et à se séparer de tout ce qui ne se montre pas à la hauteur exigée par celle-ci. Donc les opinions non étayées ou non suffisamment étayées. Cette ambition, sous des formes variées, se retrouve dans la philosophie de toutes les époques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque classique avec Descartes et ses successeurs, et puis ensuite les Lumières. D'un côté, donc, on a la raison, et de l'autre côté, c'est ce que disaient les Lumières, il n'y a pas seulement l'ignorance, l'absence d'opinion, mais il y a le grand brouillard des préjugés, des fables, des traditions, des idoles, des modes. Et ce qui nous interpelle de ce second côté, ce ne sont pas véritablement les opinions en tant que telles, dans le sens le plus général, car une opinion peut bien être vraie, quoique restant non étayée ou insuffisamment étayée. Ce qui nous interpelle, ce ne sont même pas les opinions fausses en tant que telles, car une opinion fausse peut être inoffensive, futile, indifférente. Ce qui nous interpelle, ce sont des opinions fausses, pour ainsi dire toxiques, des opinions qui interfèrent négativement avec des processus économiques et sociaux souhaitables. Ces opinions toxiques sont appelées croyances collectives dans la position des problèmes du professeur Kartapanis.
Ce nom croyance collective rejoint les anciens qui avaient une sorte de mépris pour le grand nombre. Ils appelaient ça Hoi, Polloi, le grand tas. Mais nous pouvons prendre une vue, je pense, beaucoup plus distanciée sur ce point. Après tout, certaines croyances collectives jouent un rôle important, constitutif pour la réalité sociale. Je prends un exemple particulièrement accessible, n'est-ce pas? C'est par une croyance collective que ce rectangle de papier que j'agite ici est un moyen de s'acquitter d'une dette. Sans croyance collective, ces mécanismes fondamentaux ne sont pas disponibles. Et donc, ce qui nous intéresse, ce sont des opinions toxiques, assez fondamentales, assez répandues dans la société. Et s'il est un exercice particulièrement judicieux qui nous est ici demandé, c'est d'en identifier de telles. Quelles sont les opinions qui, en étant implantées dans les esprits, travaillent le plus à empêcher la réalisation des objectifs que nous jugeons souhaitables? Cette question que nous pose le professeur Kartapanis me frappe par sa puissance heuristique. Tout enseignant peut l'attester sur ses étudiants, et puis, encore mieux, ne nous défonçons pas, nous pouvons l'attester sur nous-mêmes. Chacun mettra sur la table son quartet ou son quintet d'opinions toxiques, et puis nous les discuterons, nous les mettrons à l'épreuve. Alors, j'ai choisi de joindre l'acte à la parole, et je vais en quelque sorte mettre mon quintet d'opinions toxiques sur la table, n'est-ce pas? Le professeur Kartapanis nous demandait de repérer, de hiérarchiser les croyances collectives les plus importantes. Alors, pour moi, le premier exemple, c'est ceci: les choix individuels n'ont aucune influence sur les grandes lignes du développement économique, et j'ajouterais peut-être écologique. Deuxième exemple, qui est assez semblable au premier: on peut, au plan pratique, négliger les petites quantités, les tenir pour nulles. Troisième exemple, les métiers sont inégalement dignes d'être choisis. Quatrième exemple, c'est un peu abstrait, hein, je vais vite. Les constats sont inopérants. Les constats n'ont pas d'influence sur la réalité. Ils sont en quelque sorte indépendants de toutes les suites. Ils ne font que constater ce qui est. Je prendrai un cinquième exemple. Nous pouvons traiter asymétriquement action et omission. N'est-ce pas? Nous faisons toujours une différence fondamentale entre ce que nous faisons activement et ce que nous laissons se réaliser, indépendamment de nous. Et donc, c'est très important dans la pensée pénale et morale en général, mais je pense que c'est un cinquième exemple d'opinion toxique. Ensuite, il s'agit de comprendre les processus qui les engendrent de telles opinions. Alors, nous avons déjà évoqué bon nombre de mécanismes. L'étude de ces mécanismes, de ces différents biais, c'est une étude très, très riche, très, très intéressante. Cependant, je pense qu'il faut envisager un point de vue un peu plus radical sur ces questions et admettre que nos instruments d'assimilation d'informations les plus accessibles sont fortement caractérisés par des effets de seuil et des effets de saillance. Pour ne pas parler seulement abstraitement, je prendrai l'exemple de ce mot qu'on donne pour caractériser ce genre d'événement ou de fait, c'est la formule « de mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier ». N'est-ce pas?
Après tout, nos instruments d'assimilation de l'information se sont formés dans l'histoire longue du règne vivant auquel nous appartenons. Et insérer sur ces mécanismes profonds d'autres instruments d'assimilation d'information, et jusqu'au point très élevé qui nous est nécessaire aujourd'hui, c'est une tâche considérable, c'est une tâche assez ingrate. Et donc améliorer nos systèmes d'assimilation d'informations est une tâche extraordinairement complexe. Et je pense que nous devons prendre au sérieux le caractère objectif de cette difficulté, notamment à travers la prise en compte de la réalité de nos instruments d'assimilation d'informations. Alors, quelles sont les conséquences de ces difficultés? Elles sont évidemment très nombreuses. Je pense, et vous l'avez saisi à travers mon exposé, que c'est aussi la préoccupation écologique qui joue un rôle. Ces mécanismes, ces difficultés sont en quelque sorte constitutives des difficultés écologiques dans lesquelles nous trouvons et dans lesquels nous allons nous trouver toujours davantage. Alors, je m'arrête en disant, oui, que faire face à cette situation? Mon approche sur ce point, c'est que je crois que nous devons multiplier les lieux de travail dans lesquels notre information peut s'étendre. Il faut donner de la place aux entreprises, aux écoles, aux communes, aux associations, et l'ensemble de ces cercles dans lesquels nous pouvons élargir la capacité de portée de nos systèmes d'information, c'est tout cela qui est requis pour que nous puissions évoluer vers une situation plus intéressante et plus souhaitable dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui et dans les siècles à venir. Merci. Merci beaucoup Daniel Schultes. Nous restons avec votre invitation à ce que tous les acteurs travaillent ensemble. Alors nous allons avoir un regard peut-être encore plus international avec Bina Agarwal. Vous êtes né en Inde, vous êtes aujourd'hui professeur de développement économique et d'environnement à l'université de Manchester. Vous avez reçu le Balzan Prize, qui est le prix le plus important en Europe. Vous nous en direz peut-être plus. Voilà, d'après vous, les croyances collectives, justement, ça fait le lien avec ce que disait Daniel Schultes. Vous prenez des réponses à la fois d'ordre économique, politique et comportemental. C'est à vous. Thank you. Thank you very much for inviting me to this really extraordinary event. As Marie said, I'm an Indian. I teach part-time in the UK, and I'm doing research on French farming systems. So that is globalization. A major TV channel in India runs a weekly current affairs program called Truth versus Hype. Now what it does is it poses questions about a topical issue, and then it asks the panelists, most of them are from political parties, to respond. The panelists inevitably reflect their party position. So the ruling party denies uncomfortable truths, the opposition party gives a counter view, and a neutral analyst gives the middle ground. This is supposed to be a relatively unbiased panel. But some TV channels, as you know, overtly favor certain political views, like Fox News, we know, in the United States. And viewers either watch what they agree, or they are faced with contrary facts, they remain committed to party positions. So as Benjamin Franklin wittily said, a man convinced against his will is of the same opinion still. So there is no absolute truth. But there can be, as everybody said, biased or erroneous beliefs, and they can be driven by many factors: political ideology, biased media, fake news, social media. And there's just sometimes too much information for a normal person to be able to separate fact from fiction. But whatever its origin, erroneous beliefs, especially if they are linked to political populism, can lead to it can increase economic inequality, and they can reduce economic growth both globally and nationally. Now let's take the global scene.
We know that historically, for centuries, people have migrated to escape wars, for economic hardships, or just for a better life. So the great Americas were populated by other continents, and large numbers of people in poor countries have increased their incomes multifold by moving to rich countries, often sending back substantial remittances. Similarly, we know with goods, many developing countries have achieved economic growth by finding markets for their goods abroad. So for instance, as economists, we know that export-led growth propelled small countries like Taiwan and Korea to prosperity, and large ones like India and China also in the similar direction. And especially in India and China, it has enabled millions to escape extreme poverty. Moreover, global inequality, if you measure it by Gini coefficients, fell from 72.2 in 1988 to 67 in 2011. But times have changed. Today, governments are really afraid of being flooded with cheap goods, and people are afraid of being flooded with cheap labor. So what we see is rising protectionism in the global north, both in terms of the flow of goods and in the flow of people. And what we are seeing is tariffs and trade wars and strong protectionist barriers, both for immigrants, which are reducing the pathways that in the 1980s led to a convergence of global incomes. In time, we will see widening inequalities between the global north and the global south, unlike the previous few decades. Similarly, as people said here on this panel, we are denying climate change in many countries, which historically have been among the biggest polluters. So for instance, the United States recently attempted to dilute the Environment Protection Act in terms of the guidelines for coal power plant emissions, turning a blind eye both to its own responsibilities and to its local and global effects of climate change. Now, in my country, one of the most important elements of climate change will be the effect on food production, which is predicted to have a negative effect on all kinds of basic food grains in South Asia and sub-Saharan Africa. This is where most of the world's farmers live and most of the world's poor also live. Secondly, if you look within countries, in Europe, the UK, and the global south, populism is affecting social stability, inequality, and growth. So in India, we have a big debate at present on the rates of current unemployment and GDP growth. Now, the government's own figures show that our rates of unemployment are among the highest in 45 years, and our GDP is not 7%, but it is closer to 5%. Now, you might say that's wonderful in terms of Europe, but in fact, we still need higher growth for reducing poverty. We also see serious water crisis, and we see renewed prejudices against minorities and immigrants. So we can either respond to the facts or do something about it, or we can deny them, and that is to our detriment. And third, and perhaps the deepest set of false beliefs, is due to race and gender. I call them perception bias in my research. This means that when we assess people, it depends not just on their actual capabilities, but on our perception of their capabilities based on race and gender. So if you're a black woman, you may be perceived by a potential employer as less capable than a white male, even if you're better qualified for the job. Or if you're a poor black male, white police officers in the United States are more likely to assume you are guilty and put you in and lock you up than if you were a well-off white male. So these are deep-rooted social prejudices which are not only unethical and socially debilitating, they also prevent us from drawing on the best talents, since talent doesn't have a color and it doesn't have a gender. And this, again, negatively affects a country's economic progress. Now, populism did not create these beliefs, but it can strengthen them by allowing us to say the unspeakable loudly, which we wouldn't have earlier. It is not easy to deal with these kinds of beliefs and these deep prejudices. Is there hope? I believe so. I think the answers lie partly in the economic, partly in the political, and partly behavioral. Economic, because we need finances to create and sustain information platforms that focus on facts rather than falsehoods.
Political because politics reinforces particular belief systems, and behavioral because we want people to change for their better selves. And in my last point, mainstream economics has tended to project human beings as self-interested by nature. But even economists are beginning to recognize that we have much more complex people, and we are driven by both self-interest and by altruism. So as Adam Smith, that father of modern economics, in his theory of moral sentiments, even he recognized that we are complex. And recent work by behavioral economics, scientists, supports this. So I want to end by saying that we have to be hopeful. We have to see positive examples of everyday cooperation, which is based on reason, trust, and cooperation. And this is what we need to build on, because without this, we cannot save our planet, we cannot save our forests, we cannot save our water. Today, more than anything else, we need to move towards reason, tolerance, and renewed trust. I think we can do it. What do you think? Thank you very much. Thank you very much. Merci Bina Agarwal pour cette interpellation, cette invitation à l'espoir. Alors je vous propose à présent d'écouter Daniel Nahon. Vous êtes un spécialiste des sols mondialement reconnu, docteur en géologie appliquée au génie civil et docteur S sciences de l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes aussi un régional de l'étape. Daniel Nahon, quel rôle le scientifique peut-il jouer dans ces croyances collectives ? Alors je vais rebondir, j'avais rien prévu de spécial, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Madame Bina Agarwal. Madame Bina Agarwal a dit que dans son pays, en Inde, ce qui était le plus important, c'est le rôle du réchauffement climatique sur la production alimentaire. Ça, c'est une connaissance, mais ce n'est pas une compréhension des mécanismes et de la science qui fait que l'un est relié à l'autre. Et ce dont ont besoin les populations, qui sont pas croyantes en beaucoup de choses, c'est la relation qu'il y a entre ce qui est le fait scientifique et ce qui doit être le fait sociétal. Alors je vais prendre un exemple, je vais vous parler du réchauffement climatique et de l'agriculture. Si vous voulez comprendre l'agriculture, c'est un système complexe. C'est-à-dire il doit être étudié depuis la bactérie jusqu'à la santé humaine. Et jusqu'à présent, on est toujours resté sur les traces d'Auguste Comte, c'est-à-dire dans des disciplines bien tracées. Or, la différence qu'il y a entre la physique qui étudie l'atome et la chimie, c'est que la chimie, c'est quand il y a deux atomes, c'est une molécule. C'est ridicule. Et donc, tous les problèmes que nous étudions aujourd'hui ne peuvent être compris que s'ils sont abordés d'un point de vue pluridisciplinaire. Le réchauffement climatique devient une évidence. On est encore dans la période de transition de variabilité climatique, 30 à 50 ans, et puis ensuite on verra le climat qui s'impose, mais qui aura aussi des rétroactions. Alors, on parle d'un réchauffement de 2 à 2,5 degrés Celsius pour les plus optimistes, pour les modèles les plus optimistes, et de 4 à 4,5 degrés Celsius d'augmentation pour les modèles les plus pessimistes. Mais tous ces modèles ne prennent absolument pas en compte la biodiversité, le vivant et les pratiques agricoles. Et pourtant, vous allez voir que c'est le principal. 2,5 ou 4,5 degrés, c'est une moyenne. Ça veut dire, à cause de la chaleur latente de l'eau, que les terres réchaufferont 5 fois plus vite que les océans. Ça veut dire que quand vous allez avoir 2,5 degrés de température moyenne, ça veut dire que les terres seront à 7 ou 8 degrés Celsius. Et je ne parle pas de la deuxième hypothèse. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez aller sur la plage, vous allez courir sur le sable parce qu'il est brûlant pour aller vous baigner, pour la même énergie qui est celle du soleil. Donc le grand enjeu du réchauffement climatique, c'est l'agriculture et la ressource en eau. Et bien entendu, il y a des rétroactions parce que l'agriculture fournit des gaz à effet de serre, ainsi de suite. Mais
le principal, dans l'agriculture, ce qui est le principal, la base, c'est le sol. Ça fait 40 ans qu'on en parle et personne ne prend au sérieux, sauf les 3 dernières années, où vous voyez absolument partout, en Europe, à la FAO, partout, des gens s'exciter sur le sol. Et pour cause. Si vous augmentez de quelques degrés la température supérieure du sol, vous diminuez 25% de la biodiversité. Si vous faites, pour les pratiques agricoles, une monoculture, c'est 40% de la biodiversité qui disparaît. Si vous rajoutez un pesticide, c'est 80% de la biodiversité. Or, ce qui contrôle le CO2, ce n'est pas la forêt, ce sont les bactéries du sol. Et donc, plus vous rendrez le sol, ou du moins moins vivant, et moins vous aurez de production. Aujourd'hui, on a un effondrement de toutes les productions céréalières dans le monde. C'est 6% de blé. 6%, ça vous paraît rien, mais c'est la production de la France. C'est 5% du maïs, ça vous paraît rien, mais c'est la production du Mexique. D'où vient le maïs? Donc, on est là à une croisée des chemins. On a beau rajouter des engrais, on a beau dire on va rajouter du carbone, de l'azote, on utilise pour ça les boues urbaines. Et la science, aujourd'hui, nous montre un problème nouveau, soulevé. On veut résoudre un problème, on en crée un autre. Les boues urbaines portent beaucoup de nanoparticules métalliques, puisqu'on utilise des dentifrices, des savons, des crèmes, etc. Et dans toutes ces crèmes, il y a des nanoparticules d'argent, de cuivre, de titane, de cérium, qui sont des désinfectants qu'on retrouve dans les boues urbaines. De même, vous avez à peu près 60% des antibiotiques qui ne sont pas métabolisés. On les retrouve dans les boues urbaines. Et il y a des bactéries. Et ces bactéries deviennent hyper résistantes aux antibiotiques, hyper résistantes à tous les antibiotiques. Et on s'en sert pour augmenter le taux de carbone et d'azote dans les sols. En disant, oui, les engrais minéraux, c'est pas important. C'est très important, les engrais minéraux. Mais ce type d'engrais organique créera 2 minutes. Je vais terminer sur cet exemple. Va créer dans les 10 ans un problème énorme. Donc, c'est la compréhension des mécanismes scientifiques qu'il faut diffuser le plus rapidement possible et l'expliquer au public. Les scientifiques ont leur part de responsabilité. Ils n'ont pas assez, c'est la différence entre le fait, ce qui est et ce qui doit être, on n'est pas allé assez vers le public et c'est dommage. J'arrête là pour ne pas dépasser le temps. Merci beaucoup. Merci Daniel Naon. Merci beaucoup. Alors, last but not least, je vous présente Madame Lynn Forrester de Rothschild. Vous êtes fondatrice et PDG de la Coalition pour le capitalisme inclusif. Alors, c'est une fondation qui est consacrée au développement économique et à l'inclusion sociale. Et vous êtes aussi PDG du Family Office EL de Rothschild. Voilà, vous allez peut-être nous en dire plus sur les entreprises dans tout ça, dans les croyances collectives. Thank you very much. I apologize. I'm going to be speaking in English. It's an embarrassment to my family when I speak French, and it would be very painful for you if you tried. So I do apologize. I know it's culturally inept. But I do think that the topic of this conversation is very important. And I think it's very important because it's important for us to take a step back and think a bit about the collective beliefs that didn't work for people. Our dismal levels of trust in everything from government to business, although business is a bit more trusted, to journalism, to cultural institutions, is at dismal levels all around the world. But I don't think we should think that that is because people are crazy, or people are stupid, or people are racist. I think that we have to take responsibility from the seats where we sit for the system
and the assumptions behind those systems that we put forward to people. It's fake news to many people that trade creates wealth. It's fake to a lot of people that GDP growth is good. The neoliberal economic system that has been in place certainly since the 80s with the so-called wisdom of Milton Friedman has not worked. The levels of inequality are horrendous. Wage stagnation is appalling. The lack of opportunity is bad everywhere. And I, as an American, have to take responsibility for the fact that we are worse on the inequality scale than any of the G7. I've been here the last few days working on a business input to the G7 that France will be hosting at the end of the month. But look at the numbers in America. In 1979, a man with a family of 4 lived a decent life at 200% above the poverty line. Today, that same person, it might be a woman today, is 50% above the poverty line. It is outrageous that our 1%, our top 1%, controls 42% of our national wealth. In this country, it's 20%, and you have people rioting in the streets. I don't know what is next, but I am not surprised that we have a populist backlash, because it's a backlash to what they consider as fake news. They consider that they were told a lie, that globalization and technology would be good for them. We did a terrible job in making trade work for everyone. So that brings me to my work on inclusive capitalism. I'm here from Edinburgh, where I was with a group of Scottish, mainly Scottish-British economists, at the home of Adam Smith to discuss the New Enlightenment. And perhaps we should have a French and Scottish New Enlightenment and a broader conversation. But I think we do need to go back to basic principles of Adam Smith, which have been hijacked by many people. He's still the most cited economist in the world, although he lived more than 200 years ago. But it's really important to go back to who he was and what he said. 17 years before he wrote The Wealth of Nations, he wrote The Theory of Moral Sentiments. He considered himself a moral philosopher, not an economist, first and foremost. And how did he, he wasn't schizophrenic. The Theory of Moral Sentiments and The Wealth of Nations are one body of work. And when we start with what he began with what is it that makes us human? What is it that makes us strive? Later, Wealth of Nations talked about how our desire to strive would create wealth, but he dealt first with who we are. One line from, everyone has their favorite Adam Smith line. Mine is, quote, "Man naturally desires not only to be loved, but to be lovely, or to be that thing which is the natural and proper object of love. He desires not only praise, but praiseworthiness." That was his concept of who we are. And maybe as a people, we need to decide if that is really what we motivate. So maybe we need more philosophers in our economic debate. I'll leave that to you. But Adam Smith took that principle and believed that our markets could have an invisible hand. Yes, motivated by self-interest, but it was self-interest that was modulated by what he called the impartial spectator,
who would respond to his definition of what we are as human beings, that would create what I now call inclusive capitalism. He would have seen that as a redundancy, and the world today sees that as an oxymoron. And what we must do is we must recalibrate our relationship between government policy and business and labor, and have a new compact based on a new enlightenment, where there will be losses. There will be people who will, we could say they could just pay more taxes, but I think we've seen that just paying more taxes does not create a better society. We need business to step up and give proper due to labor, to the environment, to those stakeholders that will create the kind of inclusive, sustainable, strong, trusted economy that we need. And I see my time is up. Thank you. Merci beaucoup. Merci, Lynn Forrester de Rothschild. Je retiens notamment votre invitation à ce que chacun prenne ses responsabilités dans la situation actuelle, qui est plus peut-être de philosophe et de philosophie dans les débats économiques, et puis voilà votre appel à renouveler la manière de faire du business de manière plus inclusive. Alors on a évoqué énormément de thèmes. Je vous propose qu'on essaye d'en explorer peut-être 2 ou 3 de manière un peu plus précise, avec notamment, alors entre les intervenants, mais aussi on vous propose de prendre des questions dans la salle. Alors si vous voulez lever le doigt, voilà, madame devant, on va les prendre 3 par 3. Levez le doigt peut-être et montrez-vous. Levez-vous pour qu'on vous repère. Alors, allez-y là. On les prend 3 par 3. Je vous demande d'être concis, de vous présenter et d'aller directement à votre question sans commentaire préalable, parce qu'on a 10 minutes. Donc, bonjour, je participe avec la parole au 18-28. Ma question, c'est, je considère, concernant la prolifération des croyances collectives, je considère que pour qu'elles soient propagées, ces croyances, il faut avoir confiance en les personnes qui y croient déjà. Et partant de là, si on remonte la chaîne, il y a donc des personnes qui créent ces croyances collectives. Et ces personnes-là, d'où tirent-elles leur légitimité pour créer ces croyances? Cette idée qui fait qu'au final, d'autres personnes vont y adhérer. Et je rajouterais aussi dans quel but le font-elles, si ces croyances sont fausses et si elles peuvent être nocives. Merci. Une deuxième question, monsieur. Alors, il y en a 2 à droite. Oui, je serai peut-être un peu long. Je repars de ce qu'a dit M. Lebras et donc de Tocqueville, de l'Ancien Régime et la Révolution. Les membres éminents du Parti communiste chinois ont étudié ce texte en 2014-2015. Pourquoi? Pour comprendre pourquoi la Révolution française avait tourné à la terreur. Ils m'ont dit parce que le lien entre le peuple et l'élite a été coupé. À partir de là, me fondant sur ce qu'a dit M. Naon, je voudrais vous poser une question très simple. Alors que nous sommes sérieusement depuis quelques années dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la lutte pour la préservation de l'agriculture biologique, son développement, dans la lutte contre la déforestation, comment vous prenez en compte l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui ne respecte aucune de ces conditions, et comment vous voyez ça dans l'impact sur les croyances? Merci beaucoup, monsieur, toujours de ce côté-là. Oui, merci de cet échange, merci de cette table ronde. Pour autant, le sujet que vous proposez, c'est un peu du réchauffé, puisque les croyances collectives, la peur, les peurs, c'est une constante dans l'histoire humaine. Je voudrais faire référence à un historien, Jean Delumeau, qui a beaucoup écrit sur le christianisme, qui a montré comment toutes ces peurs ont été des moteurs de l'évolution humaine. Donc, est-ce qu'il ne faut pas considérer ces croyances collectives comme des choses un petit peu indépassables, des choses qui sont inhérentes à l'histoire de l'humanité, et plutôt en termes de stratégie que d'essayer de les combattre? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt essayer, un peu comme au judo, d'essayer d'utiliser les énergies qu'elles mobilisent dans un sens plus progressiste? Merci beaucoup. Alors, on va... André Cartapanis. Je peux me permettre d'ajouter une question. J'avais une question au professeur Schultes. J'étais très séduit par la typologie qu'il nous a proposée, et notamment en mettant en avant cette notion d'opinion fausse toxique. Mais ma question est de savoir, est-ce que c'est une opinion de les qualifier ainsi ou une réalité?
Alors, on reste sur ces 4 questions, donc peut-être démarrer par l'interpellation qui est faite à vous, Monsieur Schultes. Je rappelle les 3 autres questions, la question de la légitimité de ceux qui créent des croyances collectives, la question de l'impact de l'accord de libre-échange avec le Mercosur et de sa contradiction avec l'accord de Paris, et puis les croyances collectives inhérentes à l'histoire humaine. Je propose aux différents intervenants de se saisir peut-être de l'une ou l'autre question, parce qu'il nous reste à peine 9 minutes. Donc on va essayer chacun de balayer telle ou telle question pour qu'on puisse respecter le timing. Monsieur Schultes. J'aimerais concéder que le vocabulaire dans le domaine qui nous intéresse, d'une part, a une certaine importance, mais il est aussi assez lacunaire. Nous nous servons de ce que nous avons, mais il est vrai que certaines opinions peuvent avoir à la fin, je vais peut-être dans le sens aussi de la dernière question, un caractère tellement basique que les qualifier d'opinion, c'est leur donner trop de mobilité par rapport à ce qu'ils ont vraiment. Une image qui est utile dans ce périmètre, c'est une image qu'utilisait Wittgenstein dans un texte tardif qui s'appelle « De la certitude ». C'est l'image des gonds d'une porte. On a des portes de part et d'autre, donc l'image est parlante, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont tellement fixes qu'elles ont le caractère de gonds. Et donc elles sont un peu inamovibles. Donc il est possible que dans les choses que j'évoquais, on rétrograde, pour ainsi dire, dans le curseur par rapport à une sorte de volatilité qui devrait être nécessaire pour que quelque chose puisse être qualifié d'opinion. Merci beaucoup. Hervé Lebras, vous vouliez réagir? Oui, sur la 4e question, peut-être la 3e, qui est sur l'idée que les croyances collectives peuvent, au fond, avoir un rôle positif, si j'ai bien compris. Je crois qu'il faut distinguer entre des croyances collectives et des croyances individuelles. C'est-à-dire des croyances, je pense que globalement, dans les exemples qu'on a montrés, les croyances collectives ont plutôt des effets pas très bons, nocifs, déstabilisants. C'est tout à fait le cas de ceux que j'ai cités. En revanche, si on passe au niveau des individus, souvent des découvertes sont faites sur des idées fausses. Il y a un très grand nombre d'exemples, mais après tout, la découverte de l'Amérique est faite sur l'idée fausse qu'on pourrait arriver directement aux Indes à partir de l'Espagne. C'est un peu tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la sérendipité. Donc il faut bien distinguer ce qui est faux au niveau individuel de ce qui est faux au niveau collectif, je pense. Alors, parmi vos collègues intervenants, Daniel Nahon, vous vouliez répondre après Madame Forester de Rothschild. Allez-y, allez-y. Oui, je peux essayer de répondre sur cette question, sur les accords avec l'Amérique du Sud. Dans tous ces accords qui sont des accords politiques ou des accords à base économique, on ne fait jamais la part, on n'écoute jamais les scientifiques. Si vous prenez les sols d'Europe, ces sols ont moins de 20 000 ans. Leur épaisseur moyenne est d'1 mètre. Si vous prenez les sols d'Amérique du Sud ou d'Afrique, qui portent les promesses des sols arables, ces sols ont des millions d'années. On ne doit pas les cultiver de la même façon et on n'a pas les mêmes productions. Alors, le problème de cet accord, c'est qu'on ne tient pas compte ni des sols, ni des productions, mais même en Europe, hein, on demande par exemple aux fermiers de produire du maïs, mais on a des terres pour nourrir du maïs qu'il faut arroser constamment pendant l'été. Or, ce seraient des terres pour produire des pois chiches. Mais on répond toujours au marché. Et on ne se rend pas compte que l'agriculture, le sol, sont des biens communs, comme l'eau, et que toute l'économie, quand vous la détaillez, de l'agriculture ou de l'eau, sont des économies négatives. Mais comme elles servent l'humanité, on doit les continuer. Un paysan français, la moitié, c'est un demi-fonctionnaire, la moitié de son salaire, ce sont des subventions. Donc c'est très compliqué. C'est plus facile à la limite de négocier politiquement, économiquement,
que de revoir les réalités scientifiques. Alors je voudrais quand même, puisque j'ai le micro, je ne le lâche plus, je vais vous citer une phrase qui était par hasard, parce que je l'ai lue la semaine dernière à Rome, à une réunion entre les ministres de l'agriculture de l'Europe et les ministres de l'agriculture de l'Afrique. Et la phrase est celle-ci, elle vient du président Obama en 2008 devant le Congrès. Il faut faire en sorte que les faits et les preuves ne soient pas déformés ou occultés par la politique ou l'idéologie. Il faut écouter ce que les scientifiques ont à nous dire, même si cela dérange, surtout si cela dérange. Merci beaucoup. Alors, Lynn Forrester de Rothschild, vous aviez l'air de vouloir réagir, et puis ensuite peut-être Bina Agarwal. Yes, I'll be very brief. On the last question, I do think that fear is a driving force for human evolution, and I think that we have no option but to make it something that results in progress. And I believe that that will happen. I believe what Martin Luther King said, that the arc of history is long, but it bends towards justice. So the injustices that we see in our countries individually and around our world, I believe will be resolved. But I believe that we need new thinking. Merci. Yeah. Did you want to miss? Thank you. Very quickly. Yeah, I will address the first question, which is a paradox that you first need to trust somebody in order to be able to create a set of positive beliefs. And if the trust doesn't exist, how do we move forward? Now, I feel this could be thinking about it at an individual level and at a political level. At an individual level, I do believe that reputations of people still matter, whether politicians or at a personal level. If you trust people who you feel are relatively moral, not corrupt. And we see that in a lot of the populist people who've been actually come in, whether it's Brazil or anywhere else, are people where the counterpoint was somebody you liked ended up being corrupt. So I think there is a strong corruption aversion among us, which we need to build on. And the second is that there is also a lot of literature on what creates happiness. So you put electrodes in behavioral economics, and you say which part of your brain lights up when you do a good deed, and you find that the happiness part lights up. So I think there's a growing sense that not just material goods, but non-material aspects also matter. Okay. And finally, just to end it, I feel children hold a key to the future. So if you see the demonstrations that children have, across UK, for instance, school children are coming out around climate change, and that could create a consensus across political parties, because they are the future people, their future, but also they are the future voters. Thank you very much. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous laissons la place